Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec le rapport publié par les autorités chinoises concernant la catastrophe du bateau l'Étoile de l'Orient. Celui-ci affirme qu'elle a été causée par une météo capricieuse. Le navire de croisière avait chaviré dans le fleuve Yangtze en juin dernier, provoquant la mort de 442 personnes. Une enquête du Conseil des affaires d'État a conclu que l'incident était une catastrophe extraordinairement grave, causée par des vents et des pluies forts, produits par une ligne de grains accompagnée d'une rafale descendante, ce qui constitue un phénomène météorologique rare. Les enquêteurs ont aussi établi que la compagnie de transport fluvial et les autorités locales avaient des failles dans leur gestion quotidienne et ont suggéré que 43 personnes soient punies en conséquence. Des conseils ont été édictés pour réformer les règlements de navigation et améliorer la qualité des bateaux. Le navire l'Étoile de l'Orient a chaviré sur le fleuve Yangtze dans la nuit du 1er juin 2015, renversé par des vents violents. Ce fut la pire catastrophe navale qu'a connue la Chine en plus de 60 ans. 442 personnes y ont perdu la vie. Un drame immense pour toutes les familles des victimes. Le bilan final des morts a été établi à 442 après que les corps des derniers disparus ont été retrouvés à l'intérieur de l'Étoile de l'Orient qui a chaviré dans les eaux agitées du fleuve Yangtze. 12 personnes seulement ont survécu. Le 7 juin, un service funéraire s'est tenu sur le pont d'un navire de commandement près du lieu où s'est déroulée la tragédie. L'Étoile de l'Orient transportait 403 touristes, 46 membres d'équipage et 5 membres du personnel d'une agence de voyage. Les passagers s'étaient embarqués pour une croisière de 11 jours le long du fleuve Yangtze lorsque le navire s'est retourné dans la nuit du 1er juin. Le bateau de croisière, long de 76,5 mètres, était en service depuis près d'une vingtaine d'années et pouvait transporter jusqu'à 534 personnes. Il avait subi une maintenance annuelle vers la fin 2014 et possédait une licence d'exploitation courant jusqu'à avril 2016. Par le passé, une agence gouvernementale avait cité le navire pour violation de la sécurité. L'administration nationale chinoise de la sécurité du travail a réuni une équipe d'une soixantaine de personnes pour enquêter sur cette catastrophe. Plus d'une vingtaine d'experts du climat, de la construction de navires et de la sécurité navale ont participé à cette enquête. Le capitaine Zhang Shunwen a été arrêté après avoir été secouru dans le fleuve. Les enquêteurs ont voulu savoir pourquoi il avait décidé de naviguer à travers la tempête plutôt que de jeter l'ancre. La Commission chinoise de régulation des assurances a promis de superviser le versement des assurances aux familles des passagers en accord avec leur contrat d'assurance. International à présent. Depuis plus de 5 mois, le sud-ouest de la Turquie est le théâtre d'affrontements violents entre les forces armées turques et le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK. Les habitants de la région doivent respecter un couvre-feu et les pourparlers de paix semblent appartenir au passé. Alors que les dirigeants se disputent maintenant sur la question de l'autonomie, la situation semble être dans une impasse. La fumée emplit l'air. La police, lourdement armée, se tient à l'angle des rues. Voici le sud-ouest de la Turquie, dont l'atmosphère ressemble à celle d'une zone de guerre. Le gouvernement turc combat le PKK depuis des mois, essayant de nettoyer la zone des barricades et des tranchées creusées par les militants armés. Les citoyens des arrondissements de Diyarbakir, Sirnak et Mardin doivent se débattre avec les journées de couvre-feu imposées par le gouvernement. Des manifestations contre ces couvre-feux ont surgi à plusieurs reprises. La dernière fois était mardi, dans l'arrondissement de Sour, à Diyarbakir, la police réprimant les centaines de manifestants à l'aide de gaz lacrymogène et de canons à eau. Ces affrontements se sont d'abord déclenchés en juillet de cette année, ce qui a mis à l'arrêt total le processus de paix. Les négociations entre le gouvernement turc et le PKK visaient à mettre fin au conflit qui dure depuis 3 décennies et a fait 40 000 morts. Récemment, des représentants turcs ont adopté une déclaration en 14 articles et ont appelé à l'autonomie dans le sud-ouest de la Turquie. Le coprésident du HDP, le Parti démocratique des peuples, Selahattin Demirtas, a cependant insisté que ce n'est pas un but nouveau pour les Kurdes. Les barricades et les tranchées n'ont pas été créées parce que les Kurdes veulent l'autonomie. Les tranchées ont été creusées parce que des plans pour un massacre ont été élaborés et mis en œuvre par Ankara. La demande, le désir et le droit à l'autonomie ont existé depuis des siècles. Mais depuis cette déclaration, le bureau du procureur public d'Ankara a lancé une enquête sur ses commentaires relatifs à l'autonomie.
Le président turc Erdogan a eu une réaction forte aux commentaires de M. Demirtas. Ce que le co-dirigeant a fait est de la trahison, c'est une provocation. De nombreux experts sont d'accord pour penser que la question de l'autonomie est rédhibitoire et est un obstacle à la paix. Le processus de paix est toujours à l'agenda après que les choses se seront tassées. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de droit auquel les Kurdes n'ont pu accéder. Ils peuvent parler leur propre langue, ils ont construit des institutions kurdes. Mais lorsqu'il s'agit de réclamer un territoire, aucun État indépendant n'accepterait jamais cette demande. Depuis juillet, plus de 200 soldats de l'armée turque et plus de 1700 militants du PKK ont été tués dans le sud-ouest de la Turquie lors d'affrontements, ce qui, combiné avec une pression irréaliste pour l'autonomie, ne semble faire qu'empirer la situation et une relance du processus de paix, tel que les États-Unis ont demandé à la Turquie de s'efforcer d'atteindre, est du moins pour le moment improbable. Le phénomène météorologique El Niño serait responsable des conditions climatiques extrêmes qui sévissent actuellement aux Amériques. Au moins 150 000 personnes ont été déplacées par les inondations qui ont touché l'Amérique du Sud. Des tornades, des tempêtes de neige et de fortes averses ont également affecté une partie des États-Unis. Inondations en Amérique du Sud, tornades, chutes de neige et autres inondations aux États-Unis. Ces conditions météo sont dues au phénomène climatique El Niño, qui apparaît par intervalle de quelques années lorsque les eaux de l'océan Pacifique se réchauffent de manière anormalement élevée. Au Paraguay, 130 000 personnes ont dû quitter leurs habitations en raison des fortes inondations. Et on compte des milliers d'autres déplacés au Brésil, en Uruguay et en Argentine, où certaines rivières ont dépassé de 14 mètres leur niveau normal. Des camions sont venus à 6 h du matin et ont commencé à évacuer tout le monde ici. Nous n'avons pas eu assez de temps pour prendre nos affaires. J'étais seule avec mes filles qui sont venues m'aider. Je n'ai pas pu prendre toutes mes affaires car l'eau est montée très rapidement. Aux États-Unis, un intense système dépressionnaire a provoqué des tornades dans l'État du Texas avant de provoquer des chutes de neige. Au Missouri, les averses se sont arrêtées, mais les inondations ont tout juste débuté, avec le courant descendant qui fait déborder le fleuve Mississippi. Je suis inquiète, je ne sais pas quoi faire, j'ai mal au ventre et je ne peux pas prendre de médicaments. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Il est prévu que ça monte encore plus haut. Le système dépressionnaire se dirige à présent vers l'est, où il devrait apporter neige fondue, pluie verglaçante et neige dans le nord-est des États-Unis. Selon les météorologues, ce El Niño est le plus intense de ces 15 dernières années et les conditions météo dangereuses pourraient se prolonger jusqu'au printemps prochain. Et l'Europe est aussi touchée puisque de violentes précipitations se sont abattues sur plusieurs parties du nord de l'Angleterre. Les commerces et les habitations ont été évacués alors que les rivières sont brusquement sorties de leur lit. Le nord de l'Angleterre est confronté à ses pires inondations en une génération à la suite des violentes pluies du week-end dernier. Dans la ville de York, ce sont 500 maisons et commerces qui ont été endommagés. C'était autrefois un lieu très populaire pour les touristes, mais désormais c'est une zone inondée, où l'eau s'est déversée dans les pubs et autres restaurants. Fabrice Vilotrex gère un restaurant mexicain près de la mer. Il dit que tout s'est passé très rapidement. La rivière a commencé à sortir et en une heure, il ne pouvait plus rien faire. This is the basement area with the kitchen. La majeure partie du restaurant a été inondée. L'eau est en grande partie descendue, mais elle est montée sur le haut des tables la nuit dernière et elle est restée pendant plusieurs jours. But it was going up to the top of the tables, I'd say last night, and it was there for a couple of days. Combien pensez-vous avoir perdu? On espère que cela ne se reproduise pas, mais dans l'état actuel des choses, je vais devoir tout réparer. Donc je dirais environ 22 000 $. I'd say 50,000 pounds. Fabrice espère que son restaurant rouvrira d'ici 3 semaines. Cependant, il faudra une année pour faire face à la perte financière. Mais il a une assurance. Il est très difficile d'obtenir une assurance ici. J'ai une assurance inondation, mais je vais voir s'ils seront compréhensifs avec moi. S'ils ne m'aident pas, c'est la fin du restaurant. Il est ici depuis 25 ans. Les analystes estiment que les dégâts causés par les inondations dans le nord de l'Angleterre pourraient coûter près de 2 milliards de $, alors que d'autres tornades sont à venir.
Cette seconde partie d'édition est maintenant consacrée aux actualités chinoises. Alors que la réunion du groupe de réforme vient de se conclure, le plan de réforme pour l'année 2016 mettra l'accent sur le développement. La Chine est confrontée à des défis grandissants liés à la pollution et à la détérioration écologique. La qualité de l'air s'est beaucoup améliorée de janvier à octobre. La concentration moyenne de particules PM2,5 a baissé de 17,7% dans 74 villes par rapport à l'année dernière. Mais depuis l'arrivée de l'hiver, certaines zones du nord-est de la Chine et la région Beijing, Tianjin, Hebei en particulier ont connu plusieurs jours de forte pollution de l'air avec des taux de particules PM2,5 qui ont atteint plusieurs fois des niveaux extrêmes. La protection de l'environnement est une question prise très au sérieux par le groupe de réforme. Peu de temps après la formation de ce groupe, une proposition a été passée lors de sa seconde réunion en février 2014 afin de punir plus sévèrement les pollueurs et pour renforcer la protection de l'eau et des forêts. En décembre de cette année, le groupe a fait passer un plan pour encourager l'exploration de nouvelles méthodes pour protéger le système écologique. En juillet de cette année, davantage de mesures ont été mises en place, dont un système d'inspection de l'environnement et de punition contre les fonctionnaires responsables de sa dégradation. Autre résultat de cette réunion, la mise en place d'un système d'audit tenant responsables les fonctionnaires sortants. Économie à présent, le cours de l'or a remonté après une chute historique au début du mois de décembre. Les analystes s'attendent à un rebond plus marqué pour le métal précieux. Nous nous sommes rendus dans des boutiques qui vendent de l'or à Beijing pour interroger des acheteurs et des analystes sur la tendance. Nous sommes à la bijouterie Tsaibai, la boutique la plus populaire pour le tape à l'œil. Les clients s'adonnent à la pêche de fond de dernière minute. Le responsable du magasin a indiqué que l'or au niveau mondial a commencé sa reprise depuis décembre, mais que le prix actuel est toujours relativement bas et que c'est pour cela que les ventes ont connu un regain de 30% ce mois-ci. Certaines autres bijouteries ont même fait état d'un bond de 50% lors des ventes de décembre. J'achète un lingot de 100 grammes d'or de bonne qualité pour couvrir la mauvaise performance de l'investissement que j'ai fait. J'achète 200 grammes, je suis susceptible d'accroître mon fonds d'or si la hausse de l'or se poursuit. Un analyste confirme la perspective positive. La vigueur du rebond de l'or dépend du rythme de la hausse des taux d'intérêt américains. Jusqu'à présent, les indices montrent qu'une hausse des taux d'intérêt est improbable au premier trimestre de 2016. Donc ils ne vont pas réduire les gains de l'or et les prix de l'or vont continuer à s'affermir. Pour les investisseurs de détail, le changement de prix de l'or attendu semble suffisant pour les pousser à vendre. Nous pensons qu'il y aura une hausse de 50% de la revente de l'or par des clients qui ont acheté le métal au prix bas actuel. Pour l'industrie chinoise du tourisme, l'année a débuté en fanfare avec des chiffres prometteurs et se termine de la même manière. Durant la fête du printemps 2015, le nombre de voyageurs à partir à l'étranger a dépassé pour la première fois celui des touristes intérieurs et comptant pour plus de 60% de tous les voyageurs. Et alors que de plus en plus de personnes planifient leur séjour très à l'avance, c'est bien cette activité en ligne qui a explosé. Gubin envisage d'emmener sa famille en vacances sur une île durant la prochaine fête du printemps. Il s'est déjà rendu en Europe, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande cette année. Il déclare qu'il est désormais plus facile de réserver un voyage en ligne. Les agences de voyage traditionnelles ont leurs propres avantages. De façon comparative, elles ont plus d'expérience et facilitent la communication face à face. Mais en termes de prix et de capacité à connaître ce qui est disponible, les services en ligne sont les meilleurs. La première agence de voyage en ligne du pays, Ctrip, a constaté une croissance de 50% de ses recettes au troisième trimestre de cette année, atteignant 3,4 milliards de yuan. Et la plupart de son activité est effectuée soit en ligne, soit par le biais de son application officielle. Nous avons réalisé que cette application est bonne pour répondre aux demandes des consommateurs qui veulent juste choisir et partir. Donc beaucoup de locations de véhicules et d'achat de tickets pour les attractions touristiques se font par le biais de l'application, en particulier durant les vacances. Nous étudions les données et ajouterons davantage de fonctions à cette application. Lui déclare qu'il s'agit là d'un modèle totalement différent de ce qu'était l'entreprise il y a 16 ans. La plupart de son activité se faisait par le biais de centres d'appel. D'autres agences de voyage sur Internet déclarent qu'elles constatent également une forte croissance du commerce en ligne, alors qu'elles luttent pour abaisser leurs coûts et leurs prix. La chaîne d'approvisionnement de l'industrie du tourisme est très longue.
ce qui élève nos coûts et peut rendre cela difficile pour les besoins des consommateurs. Nous pouvons accroître notre efficacité et améliorer l'expérience des consommateurs en raccourcissant la chaîne d'approvisionnement. Au mois d'octobre, le montant de nos ventes directes est passé de 20 à 30%. Même les anciennes agences de voyage se mettent à l'ère d'Internet. Spring Tour a lancé son site officiel en 2008, plus de 25 ans après son établissement. Les responsables de Spring Tour déclarent que cette année, leur activité a connu une croissance record. Les recettes de notre commerce en ligne dépassent désormais les 900 millions de yuans par an. Nous avons vu un changement dans le comportement des consommateurs alors que la société s'est développée et de nombreux consommateurs aiment réserver des programmes de voyage par le biais d'Internet. Par exemple, pour le 11 novembre, nous avons fait plus de 10 millions de yuans de réservations en quelques minutes. Il s'agit là d'une nouvelle opportunité pour des agences de voyage comme la nôtre. L'année prochaine, la plupart des agences de voyage espèrent se concentrer sur les voyages familiaux en raison de l'ouverture de Disneyland. Beaucoup d'entre elles tentent de développer leurs affaires en offrant simplement des séjours touristiques. Spring Tour prévoit d'ouvrir des boutiques duty-free au Japon et Tongchang Travel pense s'inspirer de Spring et lancer sa propre compagnie aérienne. Un peu d'histoire maintenant. Le site funéraire de Huaihunhuo, qui date de la dynastie des Han, constitue l'une des grandes découvertes archéologiques de tous les temps et une grande avancée pour la scène culturelle chinoise. 5 années de fouilles ont permis d'exhumer 20 000 objets, surpassant même le célèbre site de Ma Wangdui. Remontant à la dynastie des Han de l'Ouest, il y a plus de 2000 ans, Huaihunhuo est le lieu probable où repose Liu He. Celui-ci était le petit-fils du célèbre empereur Wu, mais manquant apparemment lui-même soit de talent, soit d'éthique, il fut déposé après seulement 27 jours sur le trône. Il a ensuite été appelé marquis de l'État Haihun, ce dernier étant un petit royaume à l'ouest de ce qui est aujourd'hui la province du Jiangxi. Depuis que les fouilles ont commencé en mars 2011, les archéologues ont découvert plus de 20 000 objets comprenant de l'or, du bronze, du fer, du jade, des lacs, des textiles, des faïences, des lamelles de bambou et des tablettes en bois. De telles découvertes sont extrêmement rares pour la période. Ce qui se trouve sur les tablettes en bois sont des lettres envoyées par le marquis de l'État Haihun à la cour royale. Les tablettes en bambou n'ont pas encore été lues et analysées par des experts, mais selon notre expérience de l'archéologie de cette période, nous pensons qu'il doit s'agir de traités de médecine et d'agriculture et de calendrier. Quelques 2 millions de pièces en bronze, pesant un total de 10 tonnes, ont été exhumées. Elles apportent des informations sur le système monétaire de l'époque. Auparavant, nous pensions que 1000 pièces fait un guan, a commencé pendant la dynastie des Song, mais nous savons à présent que ce système a commencé pendant la dynastie des Han de l'Ouest, qui se situe 1000 ans plus tôt. Des chariots, des pots, des alambics, un plateau d'échecs et de nombreux instruments de musique ont aussi été exhumés des corridors de la tombe. La fouille des principales chambres de la tombe a débuté à la mi-novembre. Dans la chambre occidentale, un paravent a été trouvé, avec une image dont on pense qu'elle représente Confucius et des inscriptions biographiques. Le 20 décembre, le cercueil extérieur a été ouvert, dévoilant 285 pièces d'or, le plus grand nombre trouvé dans un tombeau de la dynastie des Han. L'un dans l'autre, Haihunhuo a bouleversé le monde archéologique par la quantité et la qualité de ses découvertes. Cinéma pour finir. 2015 a été une année remarquable pour les films chinois avec les succès artistiques de Go Away Mr. Tumor et commerciaux avec Monster Hunt et Lost in Hong Kong. Désormais, les studios sont tournés vers la prochaine fête du printemps en Chine. Comédie, fantasy et films d'action à gros budget sont les genres les plus plébiscités. Un jeune homme survit au naufrage d'un bateau et tombe amoureux d'une sirène qui lui a sauvé la vie. C'est là la trame de La Sirène, un film très attendu de Stephen Chow, qui est considéré comme le roi de la comédie de Hong Kong. Il est scénariste, acteur et réalisateur de succès comiques tels que Shaolin Soccer et Kung Fu Hustle. Dans le même temps, la troisième partie de From Vegas to Macau voit le retour de Chow Yun-fat et de Carina Lau, désormais avec la participation d'Andy Lau et de Jackie Chan. Chang joue un nouveau méchant,
qui cherche à venger ses amis dont les dessins ont été contrecarrés dans le précédent opus. Autre suite annoncée, Le Roi Singe 2, qui s'empare d'un autre chapitre du conte classique chinois, Pérégrination vers l'Ouest. Gong Li y joue un démon blanc désossé qui peut prendre n'importe quelle apparence et tente d'empêcher le roi singe de poursuivre son périple. Tous ces films sortiront en Chine lors de la fête du printemps, qui cette année tombe le 8 février 2016. Enfin, House of Wolves, d'autre part, est à destination du public hongkongais. Le film sortira sur les écrans le 21 janvier. Ça promet une belle année 2016 de cinéma. C'est l'heure de nous quitter. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 1h30 pour Afrique Info. Excellente suite de programmes sur notre chaîne.